Nous vous proposons d'écouter une rencontre aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche avec Jeanne Favret-Saada, anthropologue et autrice notamment aux éditions Gallimard en 1977 d'un classique de l'ethnologie française du XXe siècle sur la sorcellerie dans le bocage normand, Les mots, la mort, les sorts, et du livre paru chez Fayard en 2017, Les sensibilités religieuses blessées, christianisme, blasphème et cinéma 1965-1988. Elle présentait mercredi 13 mai 2026 L'impossible famille Rivière, retour sur un triple meurtre en 1835 paru chez Gallimard. Dans cet ouvrage, Jeanne Favret-Saada revient sur ce qui s'est joué en 1835 et examine les 22 ans d'une famille impossible ayant conduit le 3 juin le jeune paysan normand Pierre Rivière à commettre cet acte parricide sur lequel il s'expliquait dans un mémoire d'une 50aine de pages rédigé dans sa cellule. La rencontre était conduite par l'historien Yann Potin. Merci beaucoup pour ce berceau. Donc je serai très bref, puisque Jeanne nous fait l'honneur d'une conférence inédite. Depuis la parution du livre, donc L'impossible famille Rivière, vous l'avez compris, qui est un livre sur le livre, ou un livre sur des livres, ou une façon de se délivrer d'ailleurs d'un livre célèbre, qui s'appelle Moi, Pierre Rivière, qui est un recueil d'archives, intitulé Sous l'autorité de Michel Foucault, mais qui est en fait un livre collectif du séminaire de Foucault, Jeanne y reviendra, de 72-73. Pierre Rivière, qui donc a été immédiatement saisi par le théâtre d'abord, d'ailleurs, avant le cinéma, dès 74, et qui est devenu une figure sur laquelle nous allons donc discuter, et que Jeanne va vous présenter. Donc, 53 ans après, donc L'impossible famille Rivière, et ce livre sorti le 27 février. Et je tiens à préciser que Jeanne, dont l'œuvre est finalement à la fois profuse et cohérente, à chaque fois qu'elle fait une intervention, ça a été le cas donc à Paris, ça a été le cas aussi oui, à Paris, à Tout Livre, mais aussi à l'EHESS, à chaque fois elle fait un texte nouveau. Donc c'est quand même important de le dire, parce que du coup... C'est drôle. Voilà. Donc vous avez un texte qui est fait pour vous. Et à l'issue de cette journée... oui, peut-être un peu. De cette journée donc du marque-page, où il s'agissait de partager justement des retours de lecture. Et au fond, évidemment, là, c'est le retour sur un livre. Au passage, vous le savez que Nicolas Philibert, qui était le premier assistant de René Alliot en 1976, a lui-même fait son retour sur le film à travers un livre qui s'appelle Retour en Normandie, qui date de 2006 et 2007. Alors lui, il n'est pas disponible sur les cinéthèques, mais droit d'auteur oblige. Mais vous avez... Il est disponible. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il est formidable, oui. Donc Jeanne, en 2 mots, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je me permets de l'appeler Jeanne, mais je la vous vois. Je ne donnerai pas sa date de naissance, mais sachez qu'elle a connu l'avant-guerre. C'est important quand même. Non, parce qu'elle fait un peu jeune, Jeanne. Donc on pourrait, elle a quasiment l'âge de Jacques Roubaud. Voilà, bref. Je suis né en 34, quoi. Voilà. À la fin de l'année. Bon. Et en 1977, elle a fait un livre qui est devenu un classique, qui était son premier véritable livre, même si elle a travaillé depuis le début des années 60 sur différents terrains, notamment l'Algérie post-coloniale, où elle a publié un certain nombre de textes déjà importants. Elle a frayé, c'est le cas de le dire, avec la psychanalyse, jusqu'à la dépasser ou l'entrepasser. Quelques textes un peu frondeurs vis-à-vis du maître de l'époque. Je vous renvoie à, là aussi, quelques textes égrenés sur la passe, qui sont assez canoniques, la passe lacanienne. Et j'ai démissionné, il faut dire. Voilà, j'ai démissionné. Et en 77, donc, Les mots, la mort, les sorts, qui est donc ce livre révolutionnaire, tant pour l'ethnographie de l'époque, sur la sorcellerie dans le bocage, sorcellerie qui n'est pas la sorcellerie des sorcières, en tout cas qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qui est agitée dans l'imaginaire contemporain depuis quelque temps,
pour des bonnes raisons d'ailleurs, mais qui, bon, n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. En revanche, La sorcellerie dans le bocage, c'est une façon de comprendre ce que Jeanne a appelé l'embrayeur de la violence dans le monde social, c'est-à-dire comment le langage s'incorpore, se décorpore. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout que finalement, ce premier terrain qui l'a rendu célèbre, à la fin des années 70, qu'elle n'a jamais quitté, puisque finalement, elle a refait un livre désorcelé il y a quelques années, l'a amenée à devenir une anthropologue, on peut dire le terme est générique, de tous les aspects qui mêlent la croyance et la violence, toute croyance étant évidemment forcément une violence, tant du point de vue des racines chrétiennes de l'antisémitisme, j'emploie volontairement ce terme comme un pastiche, hein, et notamment pour celles et ceux qui étaient à la Grâce en 2021, elle nous avait donné une conférence absolument magnifique, La haine contre les Juifs, faut-il un mot ou deux ? Ce livre, Le christianisme et ses Juifs, qui date de 2006, je vous le recommande. Et puis, un autre grand livre, Les sensibilités religieuses blessées, qui était un questionnaire qui remontait à 1989 et au verset satanique. Une grande enquête que Jeanne a menée sur le retour du religieux à travers on va dire, là encore, l'embrayage ou l'embrayeur de la violence du discours prétendu dans le blasphème. Du discours ou des images, ce qui l'a amené à publier ce livre, Les sensibilités religieuses blessées, sur comment finalement la censure de certains films cinématographiques, ce qui nous fait encore un écho, que ce soit La religieuse de Rivette, enfin de Diderot Rivette, ou le Je vous salue Marie, ou bien entendu pour les plus jeunes d'entre nous, La dernière tentation du Christ, de l'inénarrable, donc rappelez-moi Martin Scorsese, donc fait partie en fait de cet arrière-monde qui nous subjugue aujourd'hui, hein, cet arrière-monde du traditionnalisme où tout d'un coup apparaît comme une évidence dans un monde post-chrétien, post-laïque, que la tradition est une pureté et surtout qu'il faut la protéger de toute infamie. Mais aujourd'hui, vous voyez que c'est tout autre chose qu'on va aborder, c'est un retour sur ce livre, puisque Jeanne, et ce sera mon dernier mot, a fait partie de l'équipe réunie autour de Michel Foucault dans ce séminaire sur Pierre Rivière, et avait publié d'ailleurs dans la collection Archives un texte avec Jean-Pierre Peter. Et donc l'histoire qu'elle va vous raconter, c'est à la fois son histoire, l'histoire de Pierre Rivière, l'histoire de Victoire Rivière née Brion, et de la manière dont le savant s'empare de l'archive. Et maintenant, Jeanne, je vous laisse la parole, après avoir été trop long. Et bien sûr, après son intervention, nous pourrons débattre. Je me permets simplement de m'effacer, si vous voulez bien. Merci à tous et merci d'être venus si nombreux. Vous êtes presque aussi nombreux que la semaine dernière. Mes collègues de l'EHESS m'avaient demandé de venir. Je vous en remercie. Bon, j'ignorais le propos de Peggy que Anne Simonin a rapporté ce matin, mais je leur dédie à tous les deux cet essai de lecture d'un... C'est trop fort ? De lecture d'un document historique fait par une anthropologue que justement sa discipline n'aidait pas du tout à le comprendre. L'impossible famille Rivière, le livre que je viens de publier, décrit des relations familiales invivables entre trois personnages absolument hors normes, deux époux et leur fils aîné, des paysans vivant au début du XIXe siècle dans le bocage du Calvados. Après 22 ans de drame quotidien, cette impasse va précipiter la famille dans un carnage. Avant d'en assurer l'exécution, leur fils aura gravé dans sa mémoire, avec une très grande précision, la longue série des anomalies dans les conduites parentales relativement à la loi comme à la coutume. Par contraste, ces aberrations, que l'anthropologie n'étudie jamais, mettent en lumière les normes du genre dans le système de parenté français à cette époque, c'est-à-dire les places sociales qui sont imparties
au sujet des deux sexes par les lois écrites et non écrites. On découvre alors que l'existence de telles normes est un impensé majeur dans les sciences sociales, notamment dans l'œuvre de Lévi-Strauss, ainsi que dans l'ethnologie rurale française et ou dans la sociologie de la famille. Aucun d'entre eux ne fait la moindre allusion à cet ordre de choses. De cet arrière-plan théorique de mon livre, je ne vais pas parler aujourd'hui. Je voulais seulement vous indiquer le point d'aboutissement du livre, et je préfère vous exposer la première étape du travail que j'ai fait pour accéder à l'histoire de cette famille. Je m'excuse, mais ça me dérange, là, il est entre moi et mon texte. Merci. Donc il s'agit d'un mémoire en justice rédigé il y a presque 2 siècles par un paysan né dans une région de Normandie très proche de celle où j'ai fait mon propre travail de terrain sur la sorcellerie pendant les années 70. Je vais tirer mon marque-page du mémoire que Pierre Rivière, ce jeune assassin du bocage, rédige en juillet 1835 à l'intention de ses juges. Avant d'entrer dans le vif de son récit, il s'efforce d'anticiper leur réaction d'élite devant le rejet probable de l'écrit d'un paysan. Je le cite. « Tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, car je ne sais que lire et écrire. Mais pourvu qu'on entende ce que je veux dire, c'est ce que je demande, et j'ai tout rédigé du mieux que je puis. » Ce paysan a fait quelques lectures, de là le titre de son écrit, sur le modèle de ces canards à la mode qui, depuis la Révolution, racontent des faits divers sanglants. Il l'intitule « Détails et explications de l'événement arrivé le 3 juin 1835 à Aunay, village de la Faucterie, écrite par l'auteur de cette action. » L'événement et l'action dont il va être question, c'est en réalité l'égorgement à la serpe par Pierre Rivière de sa mère, de sa sœur et de son frère. Son emploi de la litote contrevient précisément au style des canards de son temps, qui, eux, sont toujours friands de l'hyperbole. Ils décrivent des assassinats épouvantables. Peut-être que Rivière veut protéger de la sorte la sensibilité de ses lecteurs, de braves magistrats et jurés du Calvados. En tout cas, il ne le fait pas pour éluder sa responsabilité, car tout au long de son affaire judiciaire, il l'assumera sans faiblir, y compris au moment de la condamnation à mort. Parce que Rivière a tué l'un de ses ascendants, le Code des délits et des peines, le Code pénal, c'est-à-dire de 1810, fait de lui un parricide. Quelqu'un qui a tué un ascendant, peu importe que ce soit son père, sa mère, sa grand-mère ou son grand-oncle. Lors de son procès en cour d'assises, le fait qu'il ait aussi tué sa jeune sœur, sa sœur plus jeune que lui, et son tout jeune frère, est à peine mentionné, car l'atteinte à l'autorité parentale constitue à lui seul le délit le plus grave qu'on puisse commettre. Un crime, dit le Code, sans excuse, qui mérite la peine de mort. Aux yeux des magistrats et des jurés, ce triple assassin est donc en tout et pour tout un parricide, c'est-à-dire quelqu'un qui a tué sa mère, mais aussi, dans la définition du parricide, un monstre qui mérite la mort. Rivière assure dans son mémoire que dès le moment où il a prémédité son triple meurtre, il s'attendait à en mourir. D'ailleurs, après qu'il ait été effectivement condamné à mort par le jury d'assises, après que le roi l'ait gracié, c'est-à-dire voué à la prison perpétuelle, Pierre Rivière se pend dans sa cellule. Son texte est donc un mémoire en justice, mais pas du tout un mémoire en défense.
L'assassin n'espère pas avoir la vie sauve, et sans doute ne le veut-il pas, et jamais il ne demandera à personne de le sauver. Avant même de tuer, il s'inflige donc à lui-même la peine capitale, sans attendre le verdict des juges. Rivière a rédigé son mémoire en prison en juillet 1835. Le meurtre, c'était le 3 juin ou le 5 juin, 3 juin 1835. Entre deux interrogatoires par le juge d'instruction. 49 feuillets de grand format, 90 pages, 95 pages dans le livre de Foucault, noircis en un temps record, entre 7 et 12 jours, selon qu'on prend en compte les diverses informations contradictoires du dossier pénal. De toute façon, c'est une performance considérante s'agissant d'un paysan qui a fréquenté l'école communale de temps en temps, pas toujours, et qui n'a jamais eu l'occasion de composer un récit. Détail plus étonnant encore, la narration des péripéties qui ont conduit Pierre Rivière à ce triple meurtre fait elle-même partie de son action. Raconter, ça va avec tuer. Il faut qu'il raconte pour tuer. Écrire un récit, tuer, mourir, ces trois gestes sont à ce point solidaires pour Pierre Rivière qu'il ne les évoque jamais isolément. Rivière adresse expressément ce texte aux magistrats et aux jurés de la cour d'assises de Caen. Il entend leur faire comprendre comment il en est venu à commettre ce triple meurtre à l'issue d'une très longue histoire dans laquelle l'incapacité des juges à contenir la malfaisance de sa mère envers son père a joué un rôle essentiel. Il se présente parfois comme le jouet de force supérieure à lui ou étrangère à lui. Quand on l'arrête, il dit à propos de son triple meurtre, « Il fallait que cela arrivât ». Pourtant, je le redis, à aucun moment, il ne demande la grâce à quiconque. Aussitôt après la phrase dont j'ai fait mon marque-page, tout cet ouvrage sera stylé très grossièrement, etc., qui conclut le préambule du mémoire, Rivière barre la page d'un trait de plume et il inscrit au-dessous le titre de la première partie. Résumé des peines et afflictions que mon père a souffertes de la part de ma mère depuis 1813 jusqu'à 1835. Donc le mémoire de Rivière rapporte une histoire qui commence avant sa naissance, en 1815. Et dans ce texte, ce n'est pas un enfant mal aimé qui parle, mais le fils d'un époux bafoué dès le jour de ses noces. C'est l'histoire du couple parental. Cette première partie, la plus longue du mémoire, porte un titre parce que l'auteur a eu tout le loisir d'y réfléchir au cours du mois qui a précédé le triple meurtre. Dans un premier temps, il avait prévu qu'avant de tuer, il écrirait le récit des années de mariage de ses parents, récit qu'il considérait comme l'explication du crime. C'est ce récit qu'il veut donner au juge. Il posterait ensuite ce texte et il se suiciderait. Peut-être espérait-il ainsi accuser l'institution judiciaire, mais sans avoir à subir une confrontation directe avec elle. Pourtant, il avait tout de suite buté sur un obstacle insurmontable. Dans un lieu de vie, ça nous rapproche peut-être de ce dont il a été question juste avant, dans un lieu de vie aussi ouvert qu'une ferme, où nul ne dispose d'une chambre à soi, où rien n'est sous clé, il était impossible de pratiquer une activité aussi insolite que l'écriture, sans attirer la curiosité. La plus jeune de ses sœurs, dont il était proche et qu'il n'envisageait pas de tuer, avait aussitôt surpris cette activité d'écriture et demandé avec insistance à prendre connaissance du texte. Rivière, évidemment, ne pouvait pas lui montrer l'incipit, moi qu'il avait déjà rédigé, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Il avait brûlé son brouillon
et décidé de composer dans sa tête, mentalement, son récit, donc de ne l'inscrire sur du papier qu'une fois qu'il aurait été arrêté, après, comme il dit, qu'il aurait réalisé son action. Retenons de l'épisode qu'avant même de tuer, Rivière a déjà composé 35 feuillets sur les 49 qui constitueront son mémoire. Après son arrestation, son activité d'écriture de ces 35 feuillets consistera donc à réciter sur le papier un texte qu'il a mémorisé. Le curé Donnet dit d'ailleurs au juge que Pierre a une mémoire prodigieuse. Il la démontre d'ailleurs à plusieurs reprises dans son écrit, par exemple quand il déroule le texte intégral du contrat de mariage de ses parents, de longues pages de langage juridique très technique et dont probablement il ne comprend pas tout, mais qu'il sait par cœur, parce qu'à l'école, en ce temps-là, les écoles manquaient de livres et les enfants apportaient parfois les papiers de famille pour qu'on apprenne à les déchiffrer et à les copier. La seconde partie du mémoire, au contraire, est dépourvue de titre et séparée de la première par un simple trait de plume qui barre le 35e feuillet sur toute sa largeur. Rivière compose ce fragment en prison, c'est-à-dire après son triple meurtre, après son arrestation et après le premier interrogatoire par le juge d'instruction. Il essaye d'y répondre au portrait que le juge a dressé de lui comme d'un parricide, c'est-à-dire d'un égorgeur de sa mère. Selon la doctrine judiciaire de l'époque, un tel être est nécessairement un monstre. Le magistrat, au premier interrogatoire, lui a dit « né avec un caractère féroce, vous, nanana, né avec un caractère féroce ». Pierre Rivière se serait donc singularisé dès sa naissance par une cruauté et une asocialité démesurées. C'est ça la doctrine de la justice, sinon on ne serait pas parricide. Pourquoi cette seconde partie ne porte-t-elle pas de titre ? Parce que Rivière ne l'avait pas anticipé avant le meurtre et qu'il a dû l'improviser entre les deux interrogatoires. Probablement un temps de ces 10 ou 12 jours assez important s'était déjà passé. De toute façon, si c'était pour arranger un peu le portrait que le juge avait fait de lui pour le deuxième interrogatoire, c'est raté. Car quand il rencontre le juge, qui pourtant a lu le mémoire, dit l'avoir lu, et lui demande simplement « Est-ce que tout est vrai ?» Rivière lui dit « Oui ». Et alors pourquoi ne m'avez-vous pas dit, etc. Et le juge commence à l'interroger sur les dépositions des témoins qu'il a convoqués entre les deux interrogatoires et qu'il a interrogé exclusivement sur la cruauté de Rivière. Car ce magistrat a un intérêt exclusif pour les actes de cruauté, c'est-à-dire pour tout ce qui permet de dresser le portrait moral d'un enfant puis d'un adolescent moralement monstrueux. Ce mémoire de Pierre Rivière, comme vous savez, a été exhumé des archives du Calvados par Michel Foucault en 1972, qu'il a mis au programme de son séminaire, auquel je participais. Je vivais alors surtout dans le bocage, où je terminais mon travail, enfin, j'étais dans la dernière phase de mon travail de terrain sur la sorcellerie, si bien que mon assistance au séminaire a été sporadique. Foucault m'avait engagé pour ma compétence supposée sur le cas d'un paysan normand de 1835. J'ai revisité pour lui le fond de la bibliothèque du musée des arts et traditions populaires, que je connaissais déjà, mais, et je le savais, ni les membres des sociétés savantes de la période post-révolutionnaire, 1809, 1810, 1820, etc., ni les folkloristes de la fin du XIXe siècle n'avaient apporté de connaissances permettant d'éclairer le mémoire de Rivière, pour une raison simple. En 1835,
les membres des sociétés savantes de Normandie connaissaient à peine les paysans. Ils ne les rencontraient que s'ils étaient leurs hobereaux. Le plus souvent, ils en ignoraient complètement le parler. Ils leur rendaient parfois de grandes visites protocolaires, c'est stupéfiant dans ces archives, dans les mémoires des sociétés savantes locales, de voir qu'ils se rendaient en cortège dans un village, devant le maire et les conseillers municipaux, mais ce qui l'intéressait, c'était d'étudier telle pierre dont on leur avait signalé l'existence. Des pierres et des monuments supposément celtiques dont ils avaient appris l'existence. Pour autant qu'ils s'adressent à des paysans, ils leur parlaient de façon incroyable pour un ethnographe. Ils leur parlaient pas comme à des êtres humains, pas comme à d'autres Français, des compatriotes, mais comme à des gens dont le parler, à leur insu, véhiculait encore du celte, et il fallait, dès qu'ils laissaient passer un mot pouvant faire penser à du celte, le noter et dire c'était tel jour à telle heure, un tel. C'est-à-dire, pour ces érudits locaux, en effet, la France celtique, c'était la seule vraie France. Celle dont il était urgent de collecter et de célébrer les monuments, dont les monuments de langue, afin d'enterrer à jamais les aberrations de la période révolutionnaire. Dans leur texte, la révolution n'existe pas. Et y compris chez la plupart des folkloristes de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire 50 ans après, ça n'existe toujours pas. Sauf de temps en temps, il y a une mention à la fin du XIXe siècle sur des barbares qui ont détruit tel château. Des pierres, c'est ça qu'on leur reproche d'avoir détruit. Donc en 1973, Foucault publie le dossier des pièces judiciaires de l'affaire Rivière, parmi lesquelles le mémoire de l'accusé, dans un volume qui reproduit l'insipide du mémoire, moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Le volume est assorti de notes de chercheurs, mais nous avons fait, à cette époque, le choix collectif de ne pas commenter le mémoire de Rivière, sinon de façon très générale. Nous avions pris le parti de livrer le texte tel quel, in extenso, pour montrer comment pouvait écrire et penser un paysan au début du XIXe siècle. C'était une décision politique plutôt que scientifique. À l'époque, Foucault était engagé dans le mouvement qu'il avait créé l'année précédente, en 1971, avec Pierre Vidal-Naquet, Jean-Marie Domnac et Daniel Defer, le GIP, groupement d'information sur les prisons, qui avait commencé à publier dans la revue Intolérable des témoignages bruts de prisonniers français, en disant « c'est eux qui ont choisi de dire ça, il n'y a pas de sociologue dans cette revue, nous n'en faisons pas l'analyse ». Foucault avait aussi abandonné le programme d'enseignement sur lequel il avait été élu au Collège de France. Il a été élu dans la ligne de l'archéologie du savoir. Et là, sous le coup de sa découverte de la situation des prisonniers français, il avait entrepris une toute nouvelle recherche dont il n'avait pas idée 2 ans plus tôt, sur le système carcéral, qui aboutirait en 1975 à ce livre que j'ai trouvé personnellement admirable, qui est « Surveiller et punir ». Donc moi, un demi-siècle plus tard, je ne suis plus dans le même mouvement politique qu'en 1973, je le regrette d'ailleurs, mais je me suis dit que je pouvais essayer d'en faire un commentaire savant. C'est-à-dire d'en faire une lecture serrée qui s'attache au fond même de l'affaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille Rivière de 1812 à 1835 ? Quelle suite d'événements a conduit Pierre, un garçon d'à peine 20 ans, à ce triple meurtre ? Pour y parvenir, j'ai dû évidemment faire le très long travail dont notre radicalité nous avait dispensé en 1973. De fait, Foucault voulait publier très très vite et mon travail a pris 5 ans. C'est-à-dire, j'ai dû identifier avec précision la langue dans laquelle un jeune paysan du bocage
après avoir fréquenté l'école de 1822 à 1830, peut communiquer, par écrit, son histoire familiale à ses juges et me représenter en m'appuyant sur les pièces du dossier pénal, mais aussi sur les textes, sur les manuels des juges de l'époque, essayer de comprendre la façon dont il avait été lu par ses destinataires, les juges et les jurés de la cour d'assises de Caen en 1835. En effet, au contraire de l'expérience de lecture que nous avions faite avec Foucault, qui était une lecture difficile, d'un texte difficile, les juges et les jurés de 1835 n'avaient eu aucun mal à lire, ni le public, le jour où ça a été, pendant le procès aux assises, où ça a été donné au public et publié dans une grande partie publiée dans le journal local, qui s'appelle Le Pilote du Calvados. Personne, en 1835, n'avait de mal à lire Pierre Rivière. Nous, oui. Une première raison tenait à ce que la calligraphie du jeune homme était d'une exceptionnelle limpidité, mais pour nous c'était difficile parce qu'il y avait trois particularités de son écriture, les D, les S, etc., pour lesquelles on devait corriger à chaque fois. Mais au XIXe siècle, tout le monde faisait comme ça. Donc, bien qu'il ait très peu pratiqué l'écriture depuis sa sortie de l'école, et bien qu'il ait dit lui-même d'ailleurs, dans ce mémoire, qu'il n'aimait pas trop l'écriture, il écrivait extrêmement bien. Et une fois que j'ai compris quelles étaient les trois particularités de la graphie du XIXe siècle, je l'ai lu sans la moindre difficulté. Au surplus, ces notables locaux étaient entraînés dès l'école primaire à déchiffrer les écritures manuscrites, puisqu'il leur faudrait frayer avec la majorité de leurs concitoyens, dont le français n'était pas la langue naturelle à l'époque. Les paysans, eux, l'apprenaient à l'école, et au contraire des élites locales, ils ne parlaient le français qu'à l'occasion d'un contact avec un représentant de l'État. Le reste du temps, ils parlaient le patois de leur village ou le normand régional quand ils visitaient les foires et les marchés provinciaux. Rivière avait fréquenté de façon intermittente l'école communale, mais il avait toujours été fou de lecture et d'instruction. Toutefois, il n'avait jamais eu l'occasion de composer un texte écrit avant d'être emprisonné. Aussi a-t-il rédigé ce mémoire dans ce qu'il pensait être du français, tout en ayant recours, sans le savoir, à des formulations du normand régional ou du patois donné. Il y a eu un excellent article sur les régionalismes dans le mémoire de Pierre Rivière, postérieur à notre publication du livre. Ces lecteurs, des juges et des jurés normands de 1835, savaient tous que le français formé dans les écoles de village n'avait pas appris l'orthographe et la grammaire, sinon par imprégnation, en copiant chaque jour 2 lignes d'un livre. Ils savaient aussi qu'au contraire d'eux-mêmes, anciens élèves des écoles puis des collèges de la ville, les écoliers ruraux n'avaient jamais entendu formuler une règle de grammaire, ni fait un exercice de dictée, ni une composition française. Ça viendra après 1870. Selon le système scolaire en vigueur au sortir de la Révolution, les paysans devaient seulement apprendre à lire, écrire, compter et obéir. La loi scolaire de 1816 demandait seulement aux instituteurs de savoir déchiffrer les lettres, les tracer sur le papier et pratiquer les 4 opérations. D'ailleurs, vous verrez, j'ai un morceau d'un chapitre sur un triple ou quadruple assassin qui a précédé Pierre Rivière de 10 ans, qui était lui-même instituteur. Son orthographe est 10 fois pire que celle de Rivière. Les instituteurs enseignaient ce maigre bagage selon les méthodes du XVIIIe siècle, en répartissant les écoliers de tous les âges en 3 groupes, les commençants, les médiocres et les avancés. Pierre Rivière ignorait donc la plupart des règles de grammaire,
à peu près toutes les conventions qui régissent l'emploi des majuscules, de la ponctuation, de l'accentuation et de la mise en page. Plus précisément, il en savait l'existence pour avoir lu quelques livres, mais il ne savait pas comment on les emploie, parce qu'il avait du français une connaissance principalement orale, par l'école communale. C'est pourquoi son manuscrit se présente à nous comme un flux verbal presque ininterrompu, comme vous pouvez le voir dans la publication qu'en a faite le livre édité par Foucault en 1973. Un préambule de quelques lignes, suivi de 2 parties très inégales, dont seule la première a un titre, et le passage à la seconde est indiqué par un trait de plume. Tout au long du texte, très peu de paragraphes et une ponctuation réduite le plus souvent à des virgules. C'est donc un bloc d'écriture. Quand j'ai repris la lecture de ce texte, 53 ans, dit Yann, qui est un historien, plus précis que moi, j'ai voulu me représenter une à une les multiples situations familiales que Rivière décrit avec tant de précision. De façon inévitable, j'ai dû faire un travail d'édition du texte en m'interdisant de modifier son vocabulaire et son style, en laissant ici et là ses fautes de composition, parce que je tenais à ce qu'on entende sa voix et pas la mienne. Mais j'ai introduit des passages à la ligne chaque fois qu'il changeait de sujet. J'ai corrigé de façon systématique l'orthographe, l'emploi des majuscules, les signes de ponctuation et les signes d'accentuation. À propos de l'accentuation, j'ai été très frappée, comme ancienne ethnologue de la région, de voir que le texte écrit de Rivière accentuait les « e » comme les Normands les prononçaient de son temps et comme je les ai toujours entendus prononcer sur le terrain. On disait « mon père »,« ma mère », et Rivière écrivait ça. En lisant Rivière, j'avais l'impression d'être retournée sur le terrain parce que son écrit reproduisait tout simplement une langue parlée, qu'il pensait être le français, du français. Donc j'ai fait un travail d'édition du texte, le même d'ailleurs qu'au XIXe siècle, les ouvriers typographes pratiquaient sur tous les manuscrits destinés à l'impression, même ceux des magistrats ou des médecins qui écrivaient comme des cochons, en général, vu par nous aujourd'hui. Ces modifications formelles que j'ai été obligé d'amener au texte, si on voulait comprendre de quoi il parlait, m'ont fait admettre qu'en 1973, notre rejet de toute pratique d'édition était revenu implicitement à faire du mémoire un écrit littéraire destiné au public de la République des lettres, c'est-à-dire à un public indéterminé dans l'espace et dans le temps. Or, c'était un contresens. Pierre Rivière s'était adressé en tout et pour tout aux juges et aux jurés de la cour d'assises du Calvados. Et il l'avait fait dans un genre de document très particulier, un mémoire en justice. D'ailleurs, jamais il n'aurait pu imaginer qu'un siècle plus tard, ces lecteurs auraient les usages que nous avons en matière d'expression écrite. Nous sommes tous des lecteurs nés après l'avènement de l'école républicaine en 1870, dont l'esprit a été façonné par l'exercice de la composition française. Outre le travail sur la langue écrite de Pierre Rivière, j'ai utilisé ces données externes au texte, que sont les données d'état civil sur les familles des 2 parents Rivière et Brion, des 2 familles, dont il est question dans le mémoire. Elles m'ont permis d'établir une chronologie, parce que Rivière se contentait le plus souvent d'expressions vagues telles que « dans ce temps-là »,« à cette époque-là »,« le samedi suivant »,« à la Saint-Clair », bien qu'il signale la naissance et la mort d'à peu près tous les personnages de sa famille, mais sans les dater. Mais moi, j'avais les dates et j'ai pu établir une chronologie de ce dont il est question dans le mémoire.
Et j'ai aussi pu apercevoir un trait fondamental de ce texte. C'est un écrit, mais dans lequel Rivière parle exactement comme les auteurs de récits oraux qui racontent une expérience vécue. Il y a un texte magnifique de William Leboff, sur quand les gens racontent les récits sur la mort de quelqu'un. Jeanne Fabré-Sada en conversation avec Anne Potin autour de son livre L'impossible famille Rivière aux éditions Gallimard à la librairie Ombre Blanche, mercredi 13 mai 2026. Donc, le texte du mémoire suit l'ordre chronologique des événements de sa vie, enfin de la vie de ses parents, plus exactement, au contraire des récits littéraires qui sont truffés de flashbacks et d'anticipation. Il n'y en a aucun dans le mémoire de Rivière. Donc c'est un texte écrit, mais qui porte 1000 marques de l'oralité, pour cette raison-là, et aussi parce que son auteur a une connaissance seulement orale du français, parce que ce texte figure dans une instruction judiciaire, des paroles échangées, des interrogatoires et des certificats écrits par les magistrats après des procès-verbaux rédigés par les magistrats après que de l'oral se soit échangé, et parce que ce mémoire lui-même, comme mémoire en justice, constitue une forme de déclaration publique. Après 1873, et surtout une fois que Foucault a été mort et n'était plus là pour défendre avec la violence qu'ont ses œuvres, tous les commentateurs de Moi, Pierre Rivière ont fustigé notre refus de commenter le mémoire comme un choix obscurantiste. Cette objection était justifiée d'un point de vue scientifique, mais ce n'était pas ce que nous visions. Et le travail que j'ai accompli dans l'impossible famille Rivière est une tentative justement pour essayer de faire une analyse scientifique, historique, disons, de ce mémoire. Toutefois, ce que chacun de nos critiques assurait pouvoir établir, qu'on trouverait, si seulement on faisait une analyse scientifique du mémoire, on trouverait, chacun avait son idée sur ce qu'on y trouverait. Tout ce que chacun a dit s'est révélé absolument incompatible, soit avec le texte du mémoire et le dossier pénal, dont ils ont très peu tenu compte, soit avec la réalité historique du bocage en 1835. Par exemple, telle critique nous dit « Mais enfin, Victoire Rivière était sûre, quand elle est morte, quand son fils l'a tuée, était sur le point d'obtenir son divorce. » Problème, le divorce n'existait pas à l'époque. À mesure que mon travail d'élucidation a progressé, j'ai découvert à quel point chacun de nos critiques s'était trompé sur la nature de ce texte et pour s'être dispensé du travail historique nécessaire, que j'ai dû faire une enquête sur l'enseignement du français après la Révolution. Ce genre de choses. Qu'est-ce que les juges avaient en tête, que signifiait parricide à l'époque, etc. Je m'en explique dans 3 chapitres de l'impossible famille Rivière, pour lesquels je me suis beaucoup amusé à les critiquer. Je vous y renvoie, mais je voudrais seulement revenir aujourd'hui sur la critique de Carlo Ginzburg, que je n'ai pas évoquée parce qu'elle était trop... une chose qu'il a dite en passant dans sa jeunesse et qu'il a répété après dans plusieurs interviews, mais toujours de façon assez vague. Il nous traitait toujours d'obscurantistes et d'irrationnels, mais c'est tout. Donc en 1976, dès l'édition italienne de Le fromage et les vers, Ginzburg condamnait le refus de Foucault de commenter le mémoire de Rivière, qui serait, selon Ginzburg, un auteur issu du peuple. Il dit, c'est quand même étonnant que Foucault publie un texte populaire, en donne le texte intégral et refuse absolument de l'analyser.
Selon Ginsburg, cette pratique de Foucault était une péripétie supplémentaire dans l'histoire multiséculaire d'une culture savante acharnée à empêcher la reconnaissance d'une culture populaire. Il nous mettait avec les gens que je détestais. Robert Mandrou, avec qui m'avait exclu de son séminaire, avec le roi Ladurie, qui avait fait parler le peuple par la voix d'un inquisiteur. Vraiment tous les gens que je hais. Donc cette critique m'avait piqué au vif, justement parce que j'admirais beaucoup le fromage et les vers, et que je partageais avec Ginsburg la plupart de ses références, en particulier à Mikhail Bakhtin. Mais après avoir terminé le travail d'analyse du texte de Rivière, celui-là même que Ginsburg nous avait reproché de ne pas avoir fait, je remarque que je n'ai pas trouvé ce qu'il disait qu'on devait y trouver. Une culture populaire originale, irréductible à celle des élites, et qui contesterait l'ordre établi. À mon avis, c'est pour deux raisons auxquelles il n'a pas pensé à l'époque, et je ne lui en veux pas. D'une part, la famille Rivière ne vivait pas comme Menocchio, le meunier friolant de Ginsburg, au XVIe siècle italien, peu après la découverte de l'imprimerie et la réforme protestante. Il vivait au début du XIXe siècle français, c'est-à-dire après la fin de la décennie révolutionnaire, pendant la Restauration et la monarchie de Juillet. Souvenons-nous d'ailleurs qu'en France, au contraire de l'Italie, l'État a été très tôt centralisé, ce qui n'a pas profité aux cultures locales ou populaires, entre guillemets. Et que par ailleurs, la Révolution venait d'interdire nombre de fêtes coutumières, populaires, et les avait remplacées par des fêtes républicaines du vrai peuple, celui qui serait républicain. Enfin, comme mon enquête sur l'histoire des sociétés savantes de Normandie le montre, nous ignorons littéralement tout, exactement comme disait Anne Simonin ce matin, comme le ferait un historien de l'Antiquité. C'est-à-dire, nous n'avons pas de documents fiables sur les paysans du début du XIXe siècle. Nous ne savons rien. Et donc, nous ignorons totalement ce que pouvait être l'état de la culture dite populaire en 1813, l'année où le couple Rivière se marie. C'est-à-dire, on est comme des historiens de l'Antiquité qui travailleraient au XIXe siècle où les matériaux sont hyper abondants. Et donc, tous les historiens parlent des élites en croyant parler des paysans, qui faisaient quand même 80% de la population à l'époque. C'est-à-dire, il faut accepter que nous ne savons pas. Ça, c'est... D'autre part, l'unique objet du mémoire de Rivière, en 1835, c'est une tragédie familiale provoquée par le refus de l'épouse, sa mère, de se soumettre à ses devoirs conjugaux dès le jour de son mariage. Or, sur la question des relations entre les sexes dans le mariage, et en particulier sur la question des devoirs de l'épouse, il n'existe à l'époque aucun désaccord de principe, ni entre la culture populaire et celle des élites, ni entre le code civil et la coutume. Tout le monde est d'accord sur une très 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 forte domination masculine dont nous n'avons pas la moindre idée aujourd'hui, mais que vous verrez développer dans le livre. Enfin, j'ai bien sûr examiné avec soin tous les livres, journaux et almanachs que Pierre Rivière a cités dans son mémoire, et que Ginsburg nous reprochait avec tant d'arrogance d'avoir ignoré. Ça, il disait qu'on était des paresseux, pourquoi on n'a pas été voir? Bon, naturellement, j'y ai été voir. Or, il s'avère que le jeune paysan n'a pas du tout fait de ces textes une lecture particulièrement inventive, surtout que la plupart d'entre eux, c'était des volumes de disputes religieuses, de controverses religieuses. Il a cru y trouver ce qu'il cherchait,
l'explication de la partialité des juges en faveur de sa mère. Lui, il a pensé, en les lisant, que ces élites, que sont les magistrats, voilà ce qui est arrivé. Ces élites ont trahi la cause sacrée, multiséculaire, de la domination masculine dans le ménage. Voilà donc un auteur dit populaire qui milite activement pour la réhabilitation, la restauration d'un ordre éternel qui aurait été que les femmes, c'est-à-dire sa mère, auraient renversé avec la complicité des juges. En matière de relations entre les sexes dans la famille, voilà donc un auteur populaire qui s'avère être aussi réactionnaire que ses élites. Voilà. Avant de passer la parole au public, je voudrais juste dire que, en fait, vous voyez l'enquête sur l'enquête, et c'est ce qui est très impressionnant dans ce livre, c'est que, alors, il commence par une relecture, finalement, de la manière dont, la psychanalyse, une certaine forme de linguistique a réduit Pierre Rivière. Mais ce que vous avez mentionné aussi dès le début, Jeanne, c'est que finalement le hasard de cette découverte qui fait le séminaire en 1972 se situe dans une petite goulotte chronologique très particulière, puisque ce qui intéressait quand même fondamentalement Foucault était quand même encore l'auteur de l'histoire de la folie. C'est qu'en 1838, vous savez qu'il y a une grande loi en France qui crée les asiles départementaux. Donc 1838, c'est 3 ans, pardon. Je sais que les dates, ça peut paraître un truc, c'est pas de la théorie, mais il se trouve qu'il y a une logique dans la temporalité. Et donc, au fond, ce que cherchait Foucault, c'est vrai, c'est... Je crois pas. En tout cas, c'est... Alors, peut-être qu'il ne le cherchait pas. Je vous le dirai tout après. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a été interprété dans l'historiographie. C'était la parole juste avant qu'on distingue en fait, grâce à cette loi de 1838, les fameuses circonstances atténuantes psychiatriques. C'est-à-dire un meurtrier, même parricide. Non, mais je veux dire, c'est comme ça que... non, mais je veux dire, très clairement, à partir de 1838, des Pierre Rivière, il y en a, par définition, il y en a beaucoup. Ils n'ont pas tous écrit leur mémoire, mais des Pierre Rivière, il y en a plein. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais il se trouve qu'il y a cette loi. Or, la Pierre Rivière, c'était en 1835. Et c'était aussi d'ailleurs l'année d'un grand régicide manqué, la tentative Fieschi contre Louis-Philippe. Or, parricide et régicide, dans l'histoire du droit, sont évidemment indissociables, puisque le père, on dit d'ailleurs toujours l'abréviation pour le président de la République, aujourd'hui c'est PR, je vous laisse le père, voilà. Le père, c'est le souverain. Bon, peu importe de ça. Donc, puisque apparemment cette piste est une fausse piste, mais il y a quand même... Vous me permettez juste de Allez-y, dire... faites ce que vous voulez. En 1832, c'est-à-dire avant le procès de Pierre Rivière, avant même son meurtre, 3 ans avant, il y avait déjà eu une loi qui admettait les circonstances atténuantes pour le parricide, entre autres pour le parricide, et ça a été utilisé dès 1836, donc avant cette loi de 1838, par le roi Louis-Philippe pour gracier Pierre Rivière au nom d'une indécidabilité sur sa raison mentale ou pas. Tout à fait, mais donc on est donc, quand même dans... Ce qui a intéressé Foucault, c'est de voir des aliénistes, puisque ce n'étaient pas des psychiatres à l'époque, entrer dans le débat judiciaire, prendre place devant les cours d'assises pour dire « celui-là est fou, il faut le gracier ». Et c'est ce qui s'est produit dans le cas de Pierre Rivière. On dit un peu la même chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la décennie où tout ça se prépare, parce que la loi... Non mais si, la loi, elle vient pas de nulle part. D'accord. Donc on est dans le moment laboratoire où on cherche dans la parole de ce qui est en train de devenir le fou, ce qui peut justement le pathologiser psychiatriquement pour éventuellement en faire un objet carcéral, puisque évidemment tout se connecte avec le questionnaire carcéral de Foucault au même moment.
Donc on est quand même dans cet entre-deux, qui est très célèbre, puisque Esquirol lui-même juge le Cap Rivière. Orfila, prenez les noms de rues. Sans les avoir vus, sans l'avoir vu. Donc c'est pour vous dire que c'est aussi une scène quand même assez étrange, et que c'est ça qui a aussi mangé complètement en Ce qui a intéressé Foucault, c'est ça. Ah voilà, donc on est d'accord. Non. Ce que j'ai dit, ce qui a intéressé Foucault... C'est l'entrée des médecins dans la... Dans l'arène. Et tout le livre, vous le dites très bien dans les premiers chapitres, s'acharne à décortiquer le discours des médecins pour voir justement poindre chez eux le point de jonction qui est encore d'actualité dès qu'il y a un crime familial. Cette idée de est-ce que c'est au fond cette espèce de mauvaise conscience, si j'ose dire, de la structure destructrice de la famille dans l'Occident, qui est une structure par définition problématique, même si elle est consacrée et très pratiquée. Donc c'est ça qui les fascine, c'est ce moment de tremblement, et le fait qu'il ait été considéré comme ayant des circonstances atténuantes, alors qu'on est en train d'essayer de les formaliser, ça a fait du cas une sorte de... Mais les circonstances atténuantes, c'est le roi, le pouvoir d'État, qui le concède au cours d'assises, simplement parce qu'ils en avaient assez de voir les jurés aller toujours contre les condamnations à mort demandées par le procureur. Et donc les jurés graciaient beaucoup d'assassins. Et le ministère de la Justice, qui en avait assez, leur a concédé des circonstances atténuantes très bien encadrées, dont l'indécidabilité en matière psychique, de santé mentale, en 1832. Tout à fait, mais ce que je veux dire, il n'y avait rien, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, quand Rivière a été gracié, il n'a pas été dans un asile, il n'y avait pas d'asile. Il n'y en avait pas, c'est 1838. Non. Ah bah il y en si, avait, les asiles départementaux. Il y en avait un, mais non, il y en avait un à Caen. Oui, mais c'était pas encore un asile au sens. Il était, mais il était encore une prison. Dans la loi. C'était encore une prison. Non, quand la loi s'est faite, elle l'a considéré comme un asile. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, soyons pour le coup précis, c'est-à-dire que le passage de la prison à l'asile, et cette idée que l'asile est une prison, mais justifiée pour des raisons pathologiques, au point même que la loi de 1938, c'est la loi qui permet d'avoir un asile dans chaque département. Enfin, c'est la loi qui fait que Saint-Alban, c'est un asile départemental, enfin tous les... etc. Il n'y a pas eu un médecin aliéniste à Caen avant 1908. Voilà. Oui. Voilà, c'est simple. Mais d'où la question qu'on crée l'enfermement avant de, si j'ose dire, avoir des spécialistes de l'enfermement. Mais ça, c'est évidemment une autre question. Mais tout ça pour dire que derrière, et c'est ça qu'il faut qui fait que ce livre est très important, c'est que c'est une façon, dans un cas qui a été totalement, au nom de l'histoire, déshistoricisé, parce que c'est ça l'histoire, on essaie de trouver une parole qui pointe à la veille ou pendant une mutation historique importante, c'est-à-dire l'invention de l'asile. D'accord ? Et au nom de cette typologie ou de cette typicité, on déshistoricise le cas. Donc comment, finalement, et c'est un des grands malentendus du rapport de Foucault à l'histoire, c'est-à-dire, en fait, il mythologise le cas Rivière au point de ne pas vouloir commenter sa parole, et ce qui a permis, vous nous l'avez expliqué, de redécouvrir tout simplement la parole de Rivière, qui est une parole qui s'explique d'autant plus que 1835, c'est aussi la grande loi de réforme d'orthographe. Et oui, notre orthographe, elle descend de la loi de 1835, qui est elle-même la conséquence de la loi de 1833, c'est-à-dire la loi Guizot sur les écoles primaires. L'orthographe mouvante, elle est mouvante chez tout le monde jusqu'en 1833. Le fait qu'on mette des T dans certains... prenez cette loi de 1835 qui n'est pas du tout rappelée. Tous les gens au 19e, là c'est l'archiviste qui parle, qui sont nés ou qui ont été éduqués dans les années 1810-1820, gardent ce que nous on croit être une mauvaise orthographe, alors que c'est pas une orthographe, c'est une graphie phonétique, comme dans la plupart des langues écrites.
Vous comprenez? Il faut l'institution de l'école, en 1833, primaire, pour qu'on dise il y a une loi de l'orthographe. Alors évidemment, ça paraît tellement évident, puisque le système scolaire est fondé sur l'orthographe. Sauf que justement, là encore, on est au rebord de ça. Ça tombe pile la même année. Et ce qui fascine aussi dans cette mythologisation du cas Rivière, c'est qu'évidemment, du coup, on en fait un écrivain. Foucault en fait un écrivain. Il ne le fait pas vraiment, mais il fait comme si. Bah si, parce que... S'il n'en avait pas fait un écrivain, il ne l'aurait pas traité comme ça. Voilà. Et je rappelle qu'il est fasciné, il le dit lui-même, par le parricide aux yeux roux, qui s'estime dans le titre de son... Oui, mais ça c'est... Mais oui, mais ça veut dire on croit Non, au mais mot. c'est-à-dire il l'esthétise, il n'en fait pas un écrivain. Bah pour moi, c'est un peu synonyme. Non, c'est-à-dire c'est Foucault qui se paye un petit exercice de style. Moi, je trouvais ça dégoûtant de la part de Foucault, d'appeler Pierre Rivière le parricide aux yeux roux. Je trouvais ça, mais d'un bête, pas possible. Oui, mais c'est parce que... Une complaisance, enfin, pas possible. C'est que le début du Mais mémoire de Rivière... il n'a pas osé balancer toutes les bêtises de Derrida à l'époque sur l'écriture. Mais parce qu'elle pointait à peine leur nez, ces bêtises, en 73. Mais quel est le titre du mémoire de Rivière? Il dit « Auteur de ce mémoire et des crimes ayant eu lieu dans le bled, donc, qui est donc... Aunay-sur-Odon. Aunay-sur-Odon. Et ça, le texte de Foucault est très clair. C'est le Foucault qui a publié Qu'est-ce qu'un auteur en 1969 à la Société française de philosophie. Cette idée qu'il s'estime à la fois auteur d'un texte et auteur d'un crime, et que le crime, mais c'est aussi le Foucault de Roussel, etc., que le crime peut être un acte créatif, là, il y a une petite ambiguïté. Il y a des glissements chez Foucault, de fait. Mais donc, je vous recommande... Plutôt dans des interviews que dans... Mais je vais le faire. Je vais le faire, c'était juste pour... Donc, Pierre Rivière, évidemment, vous allez le dire, si j'ai pas lu le livre de Foucault, je peux pas lire le livre de Jeanne Fabré-Sada. Eh bien, c'est pas vrai, puisque justement, non mais vraiment, c'est sérieux, puisque, en fait, Jeanne fait un commentaire juxtalinéaire, reponctué, elle fait renaître finalement cette parole qui a été écrasée. Un quart de mon livre, c'est des citations du mémoire. Oui, ce qui est à peu près donc, intégralement... il est intégralement présent, sauf des épisodes qui sont répétés 3 fois et que, quand je les ai dit une fois, c'est pas la peine de les remettre. Mais c'est un quart du volume que j'ai publié. Et puis dans tout ça, il y a cette idée comment les savants participent à la mythologie du monde contemporain. Parce que c'est ça. Pierre Rivière, c'était le personnage posté à l'orée de la modernité, qui, en fait, au fond, dont la parole était tellement insaisissable qu'on ne pouvait rien en dire. Moi, je vous laisse vos affirmations. C'est pas des affirmations, il n'y a pas de vérité absolue. Donc, est-ce que vous avez des questions, désormais? J'espère. C'est gentil pour eux. Pourquoi Foucault a laissé faire? Alors, attends, excusez-moi, c'est juste que on m'a demandé de modérer, hein, donc moi, c'est un... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas... Pourquoi M. Foucault a laissé faire? A laissé faire quoi? Le fait de ne pas... merci beaucoup, Yann. Le fait de ne pas faire de commentaires, d'avoir été critiqué a posteriori ou pas, et que vous-même, en étant scientifique ou en tout cas ethnologue, vous avez voulu en quelque sorte rétablir une vérité du moment, ou en tout cas un rééquilibrage. Pourquoi lui ne l'a-t-il pas fait? Vous étiez en opposition d'études scientifiques à l'époque, ou bien vous étiez sur d'autres... Vous avez dit politique. Il faut comprendre qu'on était dans l'après-68. D'accord. Que, en fait, la plupart d'entre nous, ça a été une période jusqu'en 75, où la science, on s'en foutait complètement. Foucault aussi. D'accord? Mais, sauf qu'il était professeur au Collège de France, et que donc, il avait un discours, des fois, qui laissait entendre qu'il était un intellectuel. Nous, on n'avait rien à défendre. Donc moi, j'ai accepté d'entrer dans cette bande sur la foi du travail du GIP et sur le projet de balancer comme un tract, un texte du 19e siècle. Mais ça venait aussi de ce que, dès qu'on a commencé à travailler,
On était dans un séminaire fermé et le Collège de France a interdit à Foucault de le faire. Le Collège de France, c'est la science donnée à tout le peuple français. Donc il a été obligé d'ouvrir le séminaire. Donc une nuée de gens sont venus avec des magnétophones et certains voulaient faire une publication pirate de ce qui se passait là. C'était comme ça. C'était le moment où les philosophes acquéraient une notoriété et où il y avait des magnétophones partout. Donc Foucault, il a réagi comme un homme de médias. Il a dit « je sors avant eux ». Donc il y avait que 6 mois pour faire ça, pour faire ce livre. Le travail que j'ai fait, là, ça m'a pris 5 ans. Et ça m'aurait pris plus longtemps à l'époque parce que j'ai bénéficié évidemment de travaux qui ont été publiés depuis sur la justice de paix, etc. Hein, sur l'histoire de la langue aussi, tous les travaux sur l'histoire de la langue qui m'ont aidé sont tout à fait postérieurs à ce texte. Donc je crois que ça pouvait se faire, mais c'était un très gros et très long travail. Donc il n'était pas question dans le contexte de publication de ça, qui était un temps où la politique et la science étaient on s'en foutait. Ah bah ça, écoutez, hein, il aurait changé, moi je l'ai vu changer complètement en 2 ans, c'était il y a 53 ans, il aurait changé 12 fois depuis. Donc je ne sais pas à qui j'aurais affaire. Je lui ai dédié parce que je suis encore dans le mouvement qui nous a fait sortir ce texte. Je suis encore d'accord avec le mouvement qui nous a fait sortir ce texte. Et que j'aime beaucoup surveiller et punir, que ce Foucault-là, je l'aime beaucoup, d'autres j'aime moins. Et voilà. Et si peut-être il aurait aimé, peut-être il n'aurait pas aimé, on n'y peut rien, on ne peut pas faire spéculer comme ça. Les Foucaldiens aiment en tout cas ce que j'ai fait. Moi, j'étais pas dans aimer, pas aimer, j'étais dans scientifique. Vous croyez que les Foucaldiens... Non, j'ai fait exprès. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai tout à fait... Moi, je me suis donné, justement, je me suis dit que, puisque j'avais la chance d'être à la retraite, je prenais tout le temps qu'il fallait, que je n'aurais jamais pu avoir quand j'étais dans les institutions de recherche, pour faire le travail qui convenait dans le temps qui convenait. Mais quand même, c'était 5 ans. Pour dire qu'est-ce qu'il y a dans un mémoire. Oui. Moi, j'ai juste une question de détail, mais peut-être que je n'ai pas très bien compris, sur la question de la correction du texte. Comment ? La question de la correction du texte, par exemple, rétablir les accents. Ne pas rétablir les accents, c'est une façon de laisser le texte... Ah non, moi je l'ai en 1973. Oui, j'ai pas... Oui, on avait décidé de le laisser tel qu'il était sur le manuscrit. Oui, mais en quoi c'est historiciser le texte que de rétablir les accents ? Mais personne ne disait que c'était historiciser le texte, c'était balancer ce texte, comme Foucault balançait les mémoires les comptes rendus des prisonniers, des détenus des prisons françaises, sans commentaire, et que tout le monde s'en démerde. Ouais. C'est tout, il n'a pas pensé faire un travail scientifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait... Non, mais éditer, on peut aussi laisser une parole brute pour lui conférer une valeur historique. Enfin, regardez... Comment ? Il n'existe pas la parole brute, c'est un mythe. Non, mais d'accord, mais... Non, si vous voulez, ce texte avait été publié en 1836 mais je suis d'accord. Par une revue savante de médecine, la revue d'hygiène publique et de santé mentale, je crois, d'hygiène publique et autre chose, bourré d'erreurs systématiques de celui qui l'avait publié, parce que c'est le gang de médecins c'est la revue du gang de médecins qui avait demandé la grâce de Rivière et qui tenait donc à démontrer qu'il était fou. Et ils ont modifié le texte de façon à ce qu'on pense que c'était un ignorant, un abruti, un imbécile et un fou. Donc on était tellement scandalisés par cette publication, dont je donne les coordonnées dans le livre, comme d'ailleurs du manuscrit original que tout le monde peut aller voir, parce que les archives du Calvados l'ont mis en ligne. Donc vous pouvez tout vérifier ce que j'ai dit. Et on était tellement scandalisés par cette publication savante de 1836 qu'on a dit, nous, on va faire une publication parfaite, intégrale, sans commentaire.
Non, mais je suis d'accord, mais moi, si je vois père, j'entends la voix de Pierre Rivière plus que si je lis père. C'est juste entendre sa voix. Non, mais ça va. Et la question de la ponctuation, Écoutez, c'est quand aussi vous j'entends me lirez, quelque vous me chose dites. qui relève de son flux. peut-être de ça. Lisez-moi et vous verrez si vous entendez sa voix ou pas. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, c'est que la question de normaliser ou pas, ou de garder la... parce qu'il a écrit quand même. Je veux dire, c'est lui qui l'a écrit. C'est sa main, c'est un manuscrit. Donc je peux garder le manuscrit avec ses graphies qui ont une valeur historique. Donc je trouve qu'il y a un débat quand même sur cette question-là. C'est pas bien compris, je crois. C'est que le but n'était pas de modifier l'orthographe. C'était si vous voulez, c'est que précisément, on a pris pour du brut ce qui était du courant. C'est-à-dire, il n'y a pas de ponctuation en français avant la réforme de 1835. La virgule, le point-virgule ont été inventés en 1835. Le point même a été inventé en 1835. Donc, comment faire la différence entre un texte brut sans ponctuation qu'on croit être une parole brute, parce que justement, on ne fait pas de comparaison. Voilà, c'est tout. Et que le but est de créer des cas. Voilà. Rivière, il raconte une histoire de Jean, qui est l'histoire de ses parents et de sa famille. Tel que Foucault l'avait publié, personne ne l'a vu, moi y compris. Et comme j'ai vu que ce mémoire, c'était une suite d'actions, des actions de ses parents, j'ai voulu voir qu'est-ce que c'était ces actions et de quoi il s'agit dans ce mémoire pour finir. Et je crois que mon livre permet de le savoir. Et je crois que la publication brute, à laquelle je renvoie et que tout le monde peut lire dans l'édition de 73 de Foucault d'ailleurs, enfin qui est là à la portée de qui il veut, c'est un livre de poche. Voilà, je pensais que mon travail à moi, c'était justement de ne pas faire ça. De rendre sensible, intelligible pour des lecteurs du XXIe siècle, qu'est-ce qui était arrivé dans cette famille. Ce que personne n'avait vu jusqu'ici. Et que surtout, Jeanne, vous ne l'avez pas assez dit, c'est que ce que dit Pierre Rivière de ce qui s'est passé, c'est vérifiable par les archives notariales, les archives... On s'était dit, il affabule un peu Absolument. sur le fait que sa mère ne veut pas coucher avec son père, ou qu'elle fasse du chantage au sexe. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, la scène, vous l'avez dit, je crois, la scène inaugurale du mariage, c'est que Pierre Marguerin, le père, n'obtient des relations sexuelles avec sa femme que quand il vient labourer le champ des parents de la femme. Donc, il a bien un peu de temps à comprendre ça, mais une fois qu'il a compris, il vient labourer. Mais, donc ça fait quelques enfants, du coup. Mais il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais en fait, tout ça, dans les archives de la justice de paix, dans les archives notariales, et c'est tout ce travail-là qui n'avait pas été fait. C'est un peu comme c'est un peu le syndrome Louis-François Pinago de Alain Corbin, dans un autre style. Vous vous souvenez qu'Alain Corbin a fait un très beau livre en 1998 en disant « Je prends au hasard un nom dans un registre d'état civil », Louis-François Pinago, et ça va être un atome social de l'anonyme absolu. Voilà, la pureté de l'anhistoricité, l'individu sorti du néant de la société anonyme. Et du coup, il en profite, il dit « Je prends ce nom, et avec tout ce qu'on sait, grâce au travail des historiens, je peux reconstituer sa vie comme un démiurge. » Et il dit « J'en fais pas plus. » Dommage, parce que, en fait, dans les archives notariales, sur Louis-François Pinago, il y a 4-5 contrats. En fait, il n'est pas du tout aussi pauvre que ça. Enfin, comme tout le monde, en fait. Et il oublie que personne n'échappe à la trace. Et c'est ça, quelque part, cette idée que la parole de Pierre Rivière était la seule trace possible, eh ben, c'est faux. Et qu'en plus, cette trace-là, elle n'a même pas été rendue à sa propre économie personnelle, puisque dès qu'il racontait des trucs, on disait... Bon, bah, il imagine. En 1973, les historiens du groupe m'ont dit il n'y a rien aux archives. Et il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas rien. Et il y a ce qui m'a permis de faire ce travail. Merci. D'abord, vous remercier pour votre travail, votre conférence. Et puis, vous demandez ce que vous retirez de 5 ans de travail. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression... au-delà de la dimension scientifique qu'on vient d'évoquer, d'avoir touché du doigt la condition des femmes, oui, bah vous verrez. la misère, la douleur, bien sûr. voilà,
et puis d'arriver dans ces deux folies qui se rencontrent au fond. Non, c'est pas des folies. Oui, c'est peut-être... des passions. Voilà, des passions, voilà, de la folie dans ce sens-là et pas au sens psychiatrique. Quelque chose de terrible et d'émouvant. Dans les deux cas, dans l'acte fou du fils, dans cette espèce de ce que vous décrivez comme de la rage de la part de la mère et que Pierre Rivière voit aussi comme de la rage. Hein. Donc je pense qu'on a beau être, vous avez beau être une scientifique et de l'aborder sur le plan universitaire, il y a quelque chose de fondamentalement humain qui se donne à lire. Tout à fait. Sinon, je n'aurais pas été. Sinon, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que moi, j'ai développé cette histoire d'un bout à l'autre, c'est-à-dire depuis le jour où ce couple s'est rencontré jusqu'au jour où cette femme a été assassinée, en m'interdisant tout du long le moindre jugement moral sur le père, la mère ou le fils, si bien que si on me lit, je pense qu'il n'y a pas un héros et deux victimes ou un héros et une victime, etc. Il y a 3 héros et 3 victimes. Et ils sont sur un pied d'égalité tout le temps, et d'ailleurs on me le reproche. Et je dis, mais Victoire Rivière, qu'est-ce que vous vouliez, puisqu'elle refuse ce à quoi elle est censée s'être engagée librement, sauf qu'elle n'avait pas le droit de ne pas se marier non plus. Quelle place voulez-vous qu'elle prenne, sauf des places de salope? Il n'y en a pas d'autres. Et donc elle les occupe l'une après, elle en essaye plusieurs, voilà, elle est de pire en pire, et elle fait tout ce qu'elle peut, à la fin elle découvre qu'elle retrouvera son autonomie que si elle pousse son mari au suicide, et elle est en train d'y réussir à la fin, et c'est à la fois atroce, et on voit bien comment c'est dans la logique de ce qu'étaient les rapports entre les sexes dans le mariage à cette époque-là. Si on veut son autonomie, c'est comme ça. Et moi, j'ai vu sur le terrain, alors dans le désorcellement, comment ma désorceleuse faisait faire un bond en avant à toutes les femmes ensorcelées, quand elle leur disait, de leur tirer dans les cartes, et qu'elle leur disait « Dans l'avenir, vous deviendrez veuve ». Et là, on voyait toutes les femmes se fendre la pêche, et puis après dire « Non, je l'adore », etc. Faire les hypocrites de première. C'est pas qu'elle haïssait leur mari, mais pour elle, l'hypothèse, c'est-à-dire, quand j'ai fait du terrain, les femmes d'exploitants n'étaient pas elles-mêmes exploitantes. Elles n'avaient pas le droit d'être chef d'exploitation. Une fille de paysan ne pouvait pas être chef d'exploitation à cette époque. Si elle épousait un coiffeur, c'était lui le chef d'exploitation. Hein? Et donc, je crois qu'elle souriait non pas à la mort de leur mari, qu'elle ne souhaitait pas particulièrement, mais elle souriait à leur autonomie reconquise de jeunes filles retrouvées et à la possibilité de gérer leur existence. Et c'est sur cette énergie-là que ma désorceleuse les faisait travailler pour se sortir de leur malheur répété. Et c'est pour ça que quand j'ai vu Victoire Rivière pousser son mari vers le suicide, puisqu'il n'y avait pas de divorce, puisqu'elle ne pouvait pas obtenir une séparation de corps, parce qu'il y avait des conditions très précises auxquelles ce couple ne répondait pas du tout, j'ai dit, bon, elle va le faire se suicider. Et c'est quand le fils a vu que vraiment son père allait se tuer qu'il est intervenu par ce meurtre. Et donc, il n'a pensé la tuer que le dernier mois, après 22 ans où elle avait commis des horreurs de plus en plus graves. Il a fallu que son père soit presque mourant, se perde dans les champs, ne sache plus où il était, perde la tête complètement, pour qu'il passe à l'acte. Et c'est ça qui rend ce drame absolument extraordinaire. C'est-à-dire que tous étaient régis par l'ordre du genre, au-dessus d'eux, comme dans les tragédies grecques, où les dieux, depuis là-haut, poussent les humains à commettre leurs actes. Et le père, le fils et la mère étaient tous les trois agis par ce système du genre que je déploie tout au long du texte. Faire signer son livre. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rester là pour le livre ? L'ouvrage de Jeanne Favre-Sada, L'impossible famille Rivière, retour sur un triple meurtre en 1835, est publié aux éditions Gallimard.
La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 13 mai 2026, et réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.